Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints dans cette salle. Nous démarrons cette réunion avec un tout petit décalage grâce au fait qu'on accueille un petit peu plus de public que les autres fois, tout en respectant, je le rappelle, la jauge des 40 personnes qui nous a été autorisée en présentiel pour ces réunions-là. Voilà, c'était important de respecter cette jauge, mais nous sommes plus nombreux que les autres réunions et c'est une très bonne chose. Ça a pris un peu plus de temps pour inscrire les gens et d'où le fait que, et je m'en excuse auprès des internautes qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que ce soit Zoom, Facebook ou YouTube, pour pouvoir visionner et intervenir dans cette réunion. Donc je m'appelle Pascal Chauss et je suis chargé de l'animer. Donc mon rôle, ça va être essentiellement de vous donner la parole. Cette réunion, nous allons la vouloir la plus participative possible. Elle va se dérouler grosso modo en deux temps. Il y a un premier temps où en 10 minutes, un quart d'heure à peu près, les représentants des maîtres d'ouvrage vont pouvoir redonner l'essentiel sur le projet. Mais comme vous le savez, nous en sommes à la 5e réunion de concertation durant ce mois de concertation préalable du public. Voilà, nous n'allons pas revenir sur l'ensemble des éléments qui ont déjà été dits d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc on va aller vraiment à l'essentiel. On va tirer un petit bilan à la fois quantitatif et qualitatif à aujourd'hui. La concertation, vous le savez, s'achève le 24 mai. Donc il reste encore quelques jours pour pouvoir poster vos contributions sur le site internet. C'est néanmoins la dernière réunion, la dernière fois où on se retrouve à la fois sur les réseaux et dans cette salle. Donc on va tirer un petit bilan et très rapidement, ça a été le souhait aussi des garants de la concertation, garants qui représentent la Commission nationale du débat public, avec la présence de M. Lorenzi à mes côtés. Et donc ça a été le souhait de pouvoir vous donner la parole le plus tôt possible. Et comme vous êtes nombreux, ça tombe très bien, vous allez pouvoir la voir. Je vais tout de suite rappeler peut-être les gestes barrières, mais je me suis tourné vers vous tout à l'heure pour vous rappeler la nécessité de rester à votre place, de garder vos masques. Et encore une fois, un micro passera et chacun pourra prendre la parole au fur et à mesure. Je vous réexpliquerai, vous me demanderez la parole, on vous donnera le micro. Vous poserez votre question, on enlèvera le micro, on le désaffectera, on ira voir une autre personne et ainsi de suite. Voilà. C'est un petit peu plus strict que ce qu'on peut faire d'habitude dans les réunions de concertation, mais en tout cas, on le fait avec le respect. Le slide suivant permet juste d'expliquer plutôt aux internautes la façon dont ils peuvent prendre la parole. Là, on les verra à l'écran au fur et à mesure que les gens souhaitent s'exprimer. On m'indiquera quand une question veut être posée par les différents réseaux par Internet. Donc les gens, vous avez l'onglet participants, l'onglet converser, et avec ces deux onglets, et je m'adresse aux gens qui sont à l'extérieur, soit vous pouvez lever la main et ça veut dire que vous voulez prendre la parole et on vous la donnera, soit vous voulez écrire dans l'onglet converser, et à ce moment, vous écrirez votre question et on la prendra, je la dirai à l'ensemble du public et puis aux personnes présentes à mes côtés, que je vais présenter tout de suite. Donc, Alain Delorme, qui est la personne qui est au milieu, voilà, c'est ça, qui est directeur général d'EDF Production électrique insulaire, donc le directeur général de la société EDF, de la filiale d'EDF qui va construire la centrale du Raconto et la gérer. À ses côtés, Cédric Dupuis, qui est le chef de projet, donc qui est la personne qui, pendant toutes les années qui viennent, va rester ici et sera votre interlocuteur essentiellement et l'interlocuteur de toutes les entreprises qui vont travailler sur ce projet-là. Donc voilà, le pilote un peu du système sur place. Et nous avons aujourd'hui Jacques Le Guignou, qui est le directeur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Corse, donc de la DREAL, comme on dit, donc qui représente aujourd'hui le ministère de la Transition écologique. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour rappeler en deux mots les rôles des uns et des autres. Et nous avons également avec nous, je coupe la parole à Madame Etoundi, je vais lui redonner après, Monsieur Bernard-Henri Lorenzi, qui représente la Commission nationale de débat public, donc garant de la concertation, et Madame Etoundi qui est sur Zoom. Alors peut-être que je vais lui céder tout de suite la parole à Madame Etoundi, ou en attendant que Madame Etoundi, qui elle visionne à distance, peut-être Monsieur Lorenzi, un mot en attendant qu'on connecte Madame Etoundi. Voilà, un mot en deux mots de votre... Oui.
Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Je suis garant de cette concertation nommée par la Commission nationale du débat public au mois de décembre dernier. Et notre rôle, avec Madame Etoundi qui est en visioconférence et à moi-même, c'est de faire en sorte que le débat soit le plus transparent possible, que les questions trouvent des réponses, que l'information soit donnée et que les maîtres d'ouvrage fassent en sorte d'intéresser le maximum de gens possible. C'est pour ça que la disposition de la salle telle qu'elle est aujourd'hui répond à une demande que nous avons faite en souhaitant que le public soit au centre du débat et de sorte que la parole puisse circuler d'une façon beaucoup plus libre. Voilà, je vous souhaite un bon débat. Merci. Je passe la parole à Madame Etoundi, juste pour nous dire bonjour et voilà, votre présence. Allez-y. Oui, donc bonjour à tous. Comme Bernard vient de vous l'expliquer, vous expliquer un petit peu le cadre de notre nomination et notre cadre de travail. Donc moi, je suis co-garante pour la mission, pour la concertation préalable pour le projet de centrale électrique du Ricanto. Comme vous l'a souhaité Bernard, je vous souhaite un bon débat. Nous interviendrons plus tard pour faire le bilan préalable, en tout cas, de cette concertation préalable. Très bien, merci pour la concision. Je vais demander la même chose maintenant aux personnes qui sont présentes, aux intervenants qui sont présents en salle. Donc, en fait, nous avons 2 porteurs de projet, comme vous le savez. Je vais céder tout de suite la parole à Alain Delorme, donc, qui représente le directeur général d'EDF PEI et qui va nous expliquer en 2 mots ce qu'est EDF PEI et son rôle dans ce projet-là. En 2 mots, merci. On vous écoute. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis une fois encore très heureux de participer à cette concertation préalable autour du nouveau projet de centrale du Ricante. Comme vous le savez, c'est un projet qui est important pour le territoire. C'est un projet qui sera au service des Ajacciens et plus largement, c'est un projet qui sera au service de l'ensemble de la Corse. EDF PEI s'est engagé dans ce projet, dans le développement de ce projet depuis maintenant de nombreux mois et était d'ailleurs avant sur le projet antérieur de Ricanto initial. Nous souhaitons que cette concertation soit un moment d'échange et de partage avec vous, de façon à ce que nous puissions vous informer sur le projet, répondre à toutes les questions que vous vous posez, et ça nous permettra aussi d'enrichir notre projet. Cette période de concertation est une période essentielle dans le développement du projet. Quelques mots sur nous. Qui sommes-nous? Le maître d'ouvrage EDF PEI, EDF Production électrique insulaire. Comme le disait tout à l'heure Pascal, c'est une filiale à 100% du groupe EDF qui a été créée en 2006 en vue du remplacement des centrales thermiques des territoires insulaires. À ce jour, nous avons construit et nous exploitons 4 centrales. La première d'entre elles, c'est la centrale de Luciano en Haute-Corse, mise en service en 2014. Il y a aussi la centrale de Port-Est à La Réunion, la centrale de Bellefontaine en Martinique et enfin la centrale de Pointe-Jarry à la Guadeloupe qui a été mise en service en 2015. Nous développons actuellement 2 projets majeurs de nouvelles centrales. Il s'agit bien entendu de la centrale du Ricante, objet de la concertation qui nous occupe en ce moment, mais aussi de la nouvelle centrale du Larivot en Guyane, dont le chantier de construction a débuté en mars dernier. Enfin, nous sommes présents aussi dans les énergies renouvelables, puisque nous sommes partie prenante dans des projets éoliens et photovoltaïques déjà mis en service en Martinique et en Guyane, et nous continuons nos développements dans les énergies renouvelables avec notre partenaire EDF Renouvelables. Voilà ce que je peux vous dire en termes d'introduction, et je suis encore une fois très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette concertation. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Leguignou, directeur de l'Adréal Corse. Donc, on voit le logo du ministère. Expliquez-nous un petit peu la relation et donc votre rôle dans ce projet. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je représente effectivement le ministère de la Transition écologique et plus particulièrement la DGEC, donc Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Alors, j'en profite pour excuser Pierre Fontaine et Sophie Mourlon qui ne pouvaient pas venir ce soir et qui vous prient de bien vouloir les en excuser. La DGEC porte un appel d'offres sur l'approvisionnement en gaz naturel
pour la centrale du Ricante, et c'est à ce titre que nous sommes là ce soir. Et donc, bon, l'Adréal, j'imagine que vous nous connaissez un peu, donc je ne vais peut-être pas refaire le pitch, mais en gros, on est un service territorial donc, du ministère qui travaille sur les questions du logement, des risques naturels, et qui a également un rôle régalien assez important sur tous les sujets énergétiques. Et j'en profite quand même pour dire aussi que je suis accompagné par Caroline Bardy, qui est notre grande prêtresse de la PPE à l'Adréal, qui a largement contribué à sa rédaction, et également Olivier Courty, qui est en charge du service des risques naturels, si d'aventure il y avait des questions, et technologiques bien sûr, s'il y avait des questions à poser qui seraient un peu précises. Très bien, merci. Merci à tous d'être concis. C'est très bien, on respecte la règle. C'est moi le plus bavard. Donc, je vais tout de suite lancer le premier sujet qui, en fait, est un rappel en quelques minutes et quelques slides, un rappel de l'essentiel du projet. Alors, on le fait quand même. Certaines personnes ont participé aux précédentes réunions, d'autres n'y ont pas participé. Donc, on va quand même rappeler l'essentiel. Ça va être très court, mais si vous avez des questions après, bien entendu, on pourra revenir à tout un tas de sujets qui pourraient rentrer un peu plus dans le détail. Là, c'est vraiment un survol très rapide. Donc, je demande je pense que c'est Alain Delorme qui nous explique les raisons de ce projet. Les principaux déterminants de cette centrale du Ricante dans la zone du Grand Ajaccio, 3 déterminants principaux. Elle est faite pour sécuriser sur le moyen-long terme l'alimentation électrique du bassin ajaccien avec une centrale qui sera moderne et performante. Deuxièmement, elle va permettre aussi de réduire de façon très significative les émissions atmosphériques dans le bassin d'Ajaccio grâce à un combustible plus respectueux de l'environnement par rapport au combustible utilisé aujourd'hui. Et enfin, et ce n'est pas le moindre de ces avantages, cette nouvelle centrale, ce nouveau projet industriel permet de pérenniser l'activité et les emplois industriels dans le bassin d'Ajaccio. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 3 déterminants principaux de ce projet de nouvelle centrale du Ricante. Donc, je crois que c'est Cédric Dupuis ensuite pour nous expliquer en quelques mots où sera située cette centrale. Bon, beaucoup de gens ont déjà vu. Vous avez vu tous, il y a un site internet et puis vous avez de la documentation qui explique les choses, mais peut-être repréciser les choses. Allez-y. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Le projet, donc la nouvelle centrale, se situera au cœur de la zone industrielle du VADS, à quelques encablures, quelques mètres, même on peut dire, de la centrale actuelle du VADS. Donc on voit défiler là, le photomontage. Le site actuel sur la première diapositive, où on voit un terrain qui a été mis à nu, qui était préalablement occupé par des entreprises industrielles. Donc une deuxième diapositive qui montre les 2 centrales, une fois que la nouvelle centrale sera construite, et la centrale actuelle du VADS. Alors cette configuration restera une durée relativement courte finalement, parce que les 2 centrales n'ont pas vocation d'être exploitées en même temps. Et donc on a une 3e diapositive qui montre le début de la déconstruction de la centrale du VADS, où on a schématiquement enlevé les 2 cheminées principales, donc pour ne montrer plus que la nouvelle centrale et le reste de la centrale du VADS existant. Voilà. Donc ça, c'est pour situer rapidement la centrale dans son environnement. On peut passer à la diapo suivante, voilà, où on résume donc sur cette diapositive très rapidement le projet. Comme l'a cité tout à l'heure M. Le Guignou, nous répondons à une feuille de route, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui est un document coétabli, copiloté par la collectivité de Corse et le ministère de la Transition écologique. Qu'est-ce que demande cette PPE? Elle demande une centrale moteur de 110 MW, une turbine à combustion, donc, qui est un moyen de pointe, vraiment pour des besoins très ponctuels d'énergie, de 20 MW. Et elle demande également, cette PPE, un fonctionnement de la centrale moteur et la turbine à combustion au gaz naturel, mais également, cette centrale doit pouvoir fonctionner avec un combustible de secours en cas d'indisponibilité du gaz naturel. Et donc, on a aujourd'hui 2 combustibles de secours possibles: le fioul domestique, fioul léger, et la biomasse liquide, donc qui sont des combustibles
secondaires, on va dire, qui viendront compléter le fonctionnement de la centrale qui est au départ bâtie pour fonctionner au gaz naturel. Alors ce schéma indique voilà, de manière très schématique les différentes zones du projet. Donc en bas, la zone cerclée du numéro 1, c'est l'endroit où on a vu la construction de la nouvelle centrale. La spécificité de ce projet, c'est qu'on va récupérer une partie des installations annexes de la centrale actuelle du Vasio, notamment le stockage de combustible liquide, qui est la zone numéro 2, qu'on va récupérer après rénovation, puisque évidemment il faut derrière poursuivre la durée de vie de ces équipements d'une durée d'environ 25 ans. Voilà. Et puis on voit pastilles 3 et 4, les endroits qui sont dédiés aux installations gaz à venir. On ne parle pas du stockage du gaz, mais de l'arrivée du gaz pour les moyens de production. Et la zone numéro 4, qui est la zone dédiée au poste d'évacuation d'énergie, qui permettra donc de faire l'interface entre la centrale et le réseau haute tension. L'intérêt de cette localisation de centrale, c'est qu'on peut récupérer justement tout le réseau haute tension. Il n'y a pas besoin de tirer de nouvelles lignes, il n'y a pas besoin de nouveaux poteaux haute tension, il n'y a pas non plus besoin de nouvelles canalisations d'amener de combustible, puisque les combustibles liquides, puisqu'on va récupérer les installations existantes de la centrale du Vasio. Voilà, je ne peux pas faire plus court. Oui, non, mais on aura tout le temps de revenir pour plus de précisions, bien entendu, si souhaité. Avant de vous donner la parole, juste quelques mots sur le déroulement de la concertation qui est en cours, disons, de clôture, sachant que cette concertation s'appelle une concertation préalable du public, donc elle est préalable au lancement réellement du projet. Donc le projet va être lancé dans les prochaines semaines, et il y aura ensuite d'autres procédures de concertation, notamment d'enquête publique, qui interviendront dans les années à venir, comme on va pouvoir l'évoquer plus tard. Je propose juste, on a vu les garants, je sais qu'il y a un petit slide sur les garants, mais les garants ont déjà pris la parole, donc on va laisser ce slide de côté. Et tout de suite, donc je propose si on peut amener le micro à Madame Laurence Boulin, qui représente aussi EDF PEI, qui en fait est directrice de la communication et directrice de cabinet d'EDF PEI, et qui va nous expliquer en quelques mots ce qui a été mis en place pour cette concertation. Voilà, donc le fonctionnement, c'est celui-ci. Pour tout à l'heure, on vous amènera le micro, mais vous pouvez rester assise, hein, enfin, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Parce que le micro restera en bas, vous ne le touchez pas pour éviter que d'autres personnes le touchent. Voilà. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais vous dire 2 mots sur le processus d'information et de communication. Il faut dire que pour nous, ça a été un enjeu très important. Nous souhaitions en effet que le maximum de personnes puissent être informées de ce dispositif de concertation préalable et puissent y participer. Donc, pour cette raison, on a déposé énormément de flyers. En fait, on va demander la diapo suivante, excusez-moi. Plus de 34 000 flyers dans 14 communes autour d'Ajaccio. Et nous avons fait un affichage aussi dans les lieux publics, que ce soit toutes les mairies de ces communes ou bien les commerces. On voulait vraiment que le maximum de personnes puissent participer, poser leurs questions, donner leurs sentiments. Donc, au-delà de ces flyers, on a également, comme la loi nous le demande, en fait, nous avons passé des annonces aussi dans le journal de la Corse et Corse Matin pour annoncer en fait cet avis de concertation préalable. Mais nous avons souhaité aller plus loin. Nous avons passé des encarts aussi publicitaires pour annoncer les différentes étapes, mais aussi tous les ateliers. Donc voilà. Et puis, nous avons aussi organisé une conférence de presse au moment où Sophie Mourlon, directrice énergie au ministère de la Transition écologique, était présente, ainsi que notre président. Et donc, on a invité tous les supports, tous les journalistes de différents supports à intervenir. Et ça a été une parole extrêmement libre parce qu'ils ont passé beaucoup de temps, puis ils ont répondu aux questions et aux interviews de tous ces journalistes. Et donc, on a eu
une couverture assez importante. Nous avons aussi également un site internet sur lequel en fait tout le monde peut intervenir. Le dossier de concertation est téléchargeable. Tout le monde peut poser ses questions. Les maîtres d'ouvrage y répondent assez rapidement. Donc je pense qu'on a essayé de couvrir au maximum en tous les cas l'information autour de cette concertation préalable. Voilà, et un premier bilan peut-être, donc je crois que c'est, voilà, Cédric Dupuy rappelle la fin du dispositif d'échange avec le public, et puis le premier bilan en termes de chiffrage, en termes de chiffres, qui va peut-être monter suite à cette réunion. Allez-y. Oui, donc au-delà des informations qui avaient été transmises via les dossiers, via le site internet, donc on a organisé 5 réunions dans cette salle. Une réunion d'ouverture, une réunion dédiée au combustible, 2 ateliers qui se sont déroulés donc un samedi, un le matin, l'après-midi, et donc cette réunion de clôture aujourd'hui, donc qui vient terminer cette phase de concertation avec le public. On a par ailleurs eu des permanences téléphoniques également, donc pendant la semaine où nous avions ces réunions publiques. On a eu des démarches aussi vers le public dans les marchés, dans des supermarchés également, pour aller donc chercher le public, les informer et recueillir leurs commentaires et leurs questions sur notre projet. Alors un bilan donc rapidement. Donc on voit sur cette diapositive pour chaque réunion les participations en salle, sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube. Bon, en résumé, les 2 premières réunions ont recueilli environ 80 personnes, donc à la fois physiquement et à distance. Et les ateliers du samedi, à peu près la moitié, avec une spécificité, c'est que ces réunions étant filmées, elles sont également disponibles sur le site internet du projet et elles ont été revisualisées en bon français, voilà, plusieurs fois, chacune d'entre elles. Bon, un bilan après du nombre de personnes qu'on a pu rencontrer sur les marchés, supermarchés, et un nombre de contributions sur le site. Le site internet est ouvert donc, à tout le monde et recueille des questions, des remarques, des commentaires, des contributions diverses. Donc on en a à ce jour 8. Et 6 d'entre elles, on a répondu à 6 d'entre elles, les 2 dernières étant arrivées, je crois, hier. Voilà. Très bien, donc comme promis, maintenant la parole va être à vous. Je vais vous rappeler en quelques mots, disons, les principaux sujets qui ont pu être évoqués pendant les différentes phases d'échange qui ont été menées. Juste peut-être la question suivante, la diapo suivante, pour rappeler. S'il vous plaît, voilà. Donc, en fait, on a divisé en 4 thèmes, en 4 sujets, en 4 grands sujets, les différents thèmes d'échange. Là, le premier sujet, qui est un sujet assez global sur la centrale et les enjeux énergétiques de ce projet. Ensuite, il y aura une autre diapositive sur les enjeux environnementaux et notamment environnement humain, donc l'environnement de proximité, beaucoup de sujets qui ont été débattus autour de tout ce qui est rejet atmosphérique évidemment notamment, et on y reviendra dans un deuxième temps. Et ensuite, on a vu aussi d'autres thèmes du style plus environnementaux naturels, sur l'environnement naturel, notamment avec les risques d'inondation et puis essentiellement les impacts sur les milieux marins. Et puis aussi, il y a eu un 4e sujet plus global sur les enjeux, disons, d'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà. Ça, ce sont les différents grands sujets qui ont été évoqués pendant ces différentes réunions et les différents temps d'échange. Sur ce premier grand sujet, je vais vous donner la parole tout de suite pour que vous puissiez vous-même préciser et compléter les éléments que vous avez peut-être déjà pu nous apporter ou en apporter de nouveaux. Donc sur ce thème, globalement, ce qu'on a entendu essentiellement,
ce que les maîtres d'ouvrage ont entendu essentiellement, c'est le sujet, c'est clair, de l'infrastructure gazière, de l'arrivée du gaz en Corse, de l'alimentation en gaz de cette centrale, qui a été systématiquement, très fortement rappelée, demandée, et vous allez certainement le préciser à nouveau. Deuxième sujet, c'était par rapport aux différents combustibles de secours, quels étaient ces combustibles de secours. Il apparaît qu'une proposition est faite en termes de biomasse, donc vous êtes interrogé fortement sur l'intérêt de ces différents combustibles. Ensuite, il y a eu aussi quelques interpellations, quelques interrogations sur la relation entre les enjeux énergétiques et le développement notamment des énergies renouvelables. En quoi le redimensionnement de cette centrale de 110 MW, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, laisse de la place éventuellement aux énergies renouvelables, au développement des énergies renouvelables en Corse. Et ensuite, sur ce sujet-là, également, vous nous avez interrogé sur, disons, la capacité, justement, comme il y avait eu un précédent projet à 250 MW, que celui-ci était ramené à 110, 130, on va dire, en rajoutant la turbine, bref, mégawatts. Donc, il y a aussi des interrogations sur la capacité de ce nouveau projet à alimenter l'agglomération d'Ajaccio, les 100 000 Ajacciens, et en même temps, notamment, les navires à quai, parce que c'était aussi un sujet qui a été évoqué, ce que j'ai entendu. Voilà, donc je brosse très rapidement ce premier sujet, ces premiers éléments de réflexion. Et maintenant, je vous laisse la parole. Je laisse aussi la parole aux gens qui sont sur Internet. Et voilà, Monsieur Lanfranc, vous avez participé à toutes les réunions, donc vous connaissez parfaitement les règles du jeu. Je vous en remercie. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. Monsieur qui est là, allez-y. Voilà, on vous amène le micro. Voilà, oui, le monsieur ici, voilà. On vous amène le micro. Vous posez votre question, soyez le plus bref possible, on est assez nombreux et on souhaite qu'il y ait le plus de gens possible qui prennent la parole et on répondra évidemment, enfin, ça peut être aussi un avis, hein, bien entendu, et pas obligatoirement une question. On vous écoute, monsieur Lanfranc. Le problème de la brièveté est assez subjectif, cher monsieur, parce que je vais essayer de rebondir sur l'intervention de monsieur Delorme qui parlait d'une centrale plus respectueuse de l'environnement. Il est bien évident que nous souscrivons tout à fait à cet objectif, mais, parce qu'il y a un mais, je voudrais quand même revenir brièvement sur l'historique qui a conduit à la réunion d'aujourd'hui, parce que la réunion d'aujourd'hui, c'est une longue trajectoire, un long périple dans le temps depuis 2007, date à laquelle le préfet Lérite souhaitait implanter une centrale à fioul lourd dans la plaine de Campodelor, à Basticache, à quelques mètres, à 150 mètres à vol d'oiseau d'une crèche, d'une école, d'un dojo de judo, à côté d'habitations, près d'une snief et près d'un étang. Donc, notre combat a démarré à ce moment-là. Et puis, je rappelle quand même qu'en 2005, c'est toujours par rapport à ce souci de respect de l'environnement, l'Assemblée de Corse, sous l'impulsion d'EDF, avait voté une centrale à fioul lourd à moteur propre. Alors, vous savez, on n'a peut-être pas exactement la même notion de la qualité de l'environnement. Et puis, il y a eu tout un tas de périples. On nous a beaucoup menti dans ce dossier, cher monsieur. On nous a beaucoup menti. Je me rappelle de quelques réunions, notamment sous l'égide du préfet Nevache à Bastia, où on avait convoqué les chimistes de MAN Corporation. MAN Corporation sont ceux qui font les moteurs diesel pour un certain nombre de centrales, qui étaient venus nous expliquer que le fioul lourd polluait moins que le fioul léger. Et puis ensuite, ils avaient réussi même à convaincre un élu de Luciane qui avait déclaré à la presse qu'il existait un fioul lourd spécial Corse, qui était plus léger que... Bon, voilà, en fait, c'était probablement du très très basse teneur en soufre. C'est ce que nous imaginons à travers l'intervention qu'avait fait cet élu. Et puis, on nous avait promis le gaz naturel déjà, à travers le projet Galci. Et puis le projet Galci, bien évidemment, il n'est même pas tombé à l'eau parce qu'il n'a pas traversé la Méditerranée. Et enfin, nous étions quand même... c'est ça, le comble de l'histoire, c'est que nous nous étions appuyés sur un rapport du comité d'entreprise d'EDF qui avait déjà fait une prospective sur la mise en place d'une microchaîne GNL pour la Corse. Et les syndicats d'EDF, ils avaient fait leur boulot. C'est grâce à eux qu'on a pu rebondir sur ces solutions. Et je voudrais rappeler à M. Delorme que son prédécesseur, M. Lebeau, avait dit que nous étions des irresponsables parce que le GNL, c'était très dangereux, etc. Depuis, bien évidemment, les choses ont beaucoup changé. Tant mieux.
Tant mieux. Alors, concernant l'environnement, moi, je ne doute pas un seul instant, M. Delorme, que vous soyez dans cet objectif. Vous pensez bien, je ne vais pas vous faire cette injure. Cependant, cet objectif dépend d'une chose, de la volonté de l'État de faire venir du gaz naturel en Corse. Et là encore, nous avons de sérieux doutes quant à la volonté de l'État de faire arriver du gaz naturel en Corse. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce qu'au départ, la PPE prévoyait un gazoduc, Luciane-Ajaccio. Et puis, un beau jour, a débarqué Nicolas Hulot, qui était ministre, qui a dit « Ah non, mais le gazoduc, c'est pas possible, parce que dans 30 ans, on ne pourra pas le revendre. Alors qu'une barge, c'est beaucoup mieux. Dans 30 ans, peut-être qu'on pourra la revendre. » Et c'est la solution barge qui est apparue. Après la solution barge, Nicolas Hulot a démissionné, et puis nous avons eu un autre ministre, qui était M. de Rugy, qui est venu nous expliquer que la solution barge, c'était fini, qu'on était pour la solution réservoir gravitaire. Cette solution réservoir gravitaire, nous l'avons discutée avec M. Marchand, qui était le conseiller à l'énergie de l'ancien Premier ministre. Et les yeux dans les yeux, ce gars-là nous a expliqué que oui, c'était possible, parce que Jean-Nicolas Antonio Tidarialida, qui est là, avait fait des recherches. Il s'était rendu compte que ça coûtait 2 milliards un réservoir gravitaire, qu'il n'y avait un seul dans la région de Venise. Et ce monsieur Marchand nous a rassurés en disant « Mais nous avons trouvé une entreprise qui le fait pour 300 millions d'euros », sans nous donner le nom de l'entreprise. Et puis, lors d'un conseil de l'énergie et du climat, nous avons interpellé Mme Mourlon à ce sujet, qui a fini, un de ses collaborateurs nous a donné le nom de cette entreprise. Jean-Nicolas Antonio a encore fait des recherches et s'est rendu compte que cette entreprise n'en avait jamais réalisé et qu'elle avait un vague projet en Indonésie. Voilà, donc, oui, on nous a beaucoup menti sur ce dossier, on nous a beaucoup promené sur ce dossier, et j'ai l'impression qu'on nous promène encore. Ben, c'est une impression. Parce que vous savez, la confiance, c'est quelque chose de très relatif. Donc, la propreté de l'environnement, oui, sauf si le carburant de secours devient carburant principal, ce qui semblerait être le cas. Parce que lorsque EDF nous présente le projet, il nous dit quoi ? Il nous dit que la centrale va démarrer en 2025-2026. Mais si le gaz va arriver, il a tout le temps d'arriver d'ici 2025-2026. On nous donne pas, il n'y a pas de date pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc on nous dit, si le gaz n'est pas là, elle va démarrer au fioul. Mais on connaît la chanson, si elle démarre au fioul, ou au biodiesel, peu importe, puisque le fioul et le biodiesel, le fioul léger et le biodiesel, c'est exactement la même pollution. On ne peut pas discuter. Le nombre de microparticules, c'est pareil, un peu plus de NOx dans le biodiesel à base de colza. On n'est pas assuré au jour d'aujourd'hui, et le monsieur qui représente le ministère ne peut pas aujourd'hui nous donner une réponse. Si je l'interroge en disant « quand c'est que le gaz arrive en Corse », il ne peut pas me répondre. Donc vous êtes en train, je le dis encore une fois, de nous présenter une centrale à gaz, sans gaz, qui va fonctionner avec un carburant de secours qui est le fioul. Voilà, et ça ne le fait pas, ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez en effet, Monsieur Lanfranc étant votre porte-parole, on accepte évidemment ces applaudissements. Je ne sais pas si nos intervenants vont en avoir des applaudissements. En tout cas, je note. Alors, nous sommes bien conscients de cette situation qui a été rappelée aux différentes réunions. Alors peut-être, est-ce que il y avait deux sujets. Enfin, je ne veux pas faire une synthèse et orienter, mais il y a quand même le sujet en effet de l'arrivée du gaz et une question sur dans quel délai. Et puis il y a le sujet de l'impact atmosphérique, des rejets atmosphériques différents entre le gaz et les autres combustibles. Voilà, avec une affirmation de votre part que le gaz sera de toute façon moins polluant que les autres combustibles, ce que j'entends. Alors, est-ce que sur ces sujets-là, est-ce que vous souhaitez peut-être repréciser certaines choses ? Parce que bon, il faut avoir conscience, et je me permets de le dire aux intervenants, c'est que ça fait peut-être 4 réunions qu'on a tendance ils ont tendance à le redire, mais il y a des gens qui sont dans la salle et des gens qui sont sur Internet qui n'étaient pas là toutes les réunions. Donc il faut redire les choses, il faut repréciser les choses, et on entend bien que il n'y aura peut-être pas réponse à 100% à tous vos souhaits. Oui, bien, monsieur le maire. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors tout de suite, concernant, vous me dites, concernant l'arrivée du gaz, dites-nous un peu où on en est, monsieur Leguignou. Voilà. Alors, je crains, monsieur Lanfranc, d'être d'accord avec vous sur le dernier point. Effectivement, je ne pourrai pas vous donner de réponse aujourd'hui. Ça, c'est très clair.
L'appel d'offres est toujours en cours d'instruction, les offres sont toujours en cours d'examen, il y a toujours des échanges avec les candidats pour approfondir un certain nombre de sujets. Donc aujourd'hui, nous n'aurons pas d'éléments de réponse à vous apporter. Je peux quand même vous donner un horizon. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une limitation de date aux appels d'offres? Alors, excusez-moi, je vais on va éviter de se couper la parole. Je vais vous donner la parole. C'est promis, monsieur. Vous avez levé la main. Je vous donne la parole dès que monsieur Legagnou a fini son intervention et vous pourrez poser votre question. Allez-y. Je vais quand même vous donner un horizon lors du vote de la PPE, donc de la programmation pluriannuelle de l'énergie à l'Assemblée de Corse le 29 avril dernier. Le président de l'AUE, donc, qui porte ce dossier à la collectivité, a annoncé qu'il y aurait un CEAC, un comité énergie-air-climat, à l'automne. Très sincèrement, je pense que ce sujet sera un des principaux sujets de ce CEAC. Donc voilà, je peux vous donner cet horizon-là, mais je ne peux pas vous apporter plus d'éléments que ça pour l'instant. Et par rapport à la question posée, le terme est à l'été. Alors tout de suite, monsieur, on vous donne le micro et reposez parce qu'on n'a pas entendu spécialement. Donc allez-y, présentez-vous s'il vous plaît. Je rappelle, j'ai oublié de vous dire, tout est enregistré, tout passe en direct évidemment et tout sera à nouveau visible sur Internet, voilà, via le réseau YouTube. Bref, donc voilà, monsieur, présentez-vous et posez votre question. Oui, je me suis permis d'y couper la parole. Je m'excuse, mais non, mais allez-y. Ces appels d'offres répétitifs, itératifs, qui n'en finissent jamais, je voulais simplement savoir s'il y avait une date de clôture pour finaliser cet appel d'offres. Parce qu'au départ, c'était, si j'ai bonne mémoire, juillet 2020, c'était prorogé en décembre, puis ça continue. Donc voilà, ma question, c'est celle-là. Et j'en profite pour parler d'autre chose. Non, répondez d'abord à ma question. Je reprendrai le micro tout à l'heure. Merci. Très bien. Allez-y, oui. L'appel d'offres a été lancé en février 2020. Au départ, effectivement, la date limite des réponses était au mois de juillet 2020, mais à la demande des candidats, du fait du contexte sanitaire, l'appel d'offres a été repoussé jusqu'à fin octobre 2020. Et donc, le dossier est en cours d'instruction depuis le mois d'octobre 2020. Enfin, le mois de novembre, pour être plus précis. Alors, il y avait un sujet que je m'étais permis de relancer sur l'impact des rejets atmosphériques sur les différents combustibles. Voilà, allez-y. Oui, je vais préciser. On va passer au slide 30, peut-être, pour la régie. Ce qui permettra à Cédric de vous montrer les différents... entre les différents combustibles, les différentes pollutions principales entre les différents combustibles. Donc voilà, on y est au slide 30. Et j'en profite, juste avant de laisser la parole à Cédric, pour dire ce que j'avais dit lors de certaines réunions. Vous êtes, en tout cas les associations, M. Antoniot et Lanfranchi, vous êtes cordialement invités à la centrale de Luciane pour voir une centrale moderne et performante, même si elle commence à avoir une petite dizaine d'années, mais elle est quand même une grande évolution par rapport à la centrale du Vasio, qui, elle, va sur ses 40 et plus. Hein, donc on peut aussi lui rendre hommage pour tous les services qu'elle a rendus pendant toutes ces décennies. Et non, mais je savais que j'allais attirer les applaudissements sur le sujet. Ceci étant, elle a quand même permis aussi d'assurer la continuité du service pendant toutes ces années. Donc voilà, je tenais quand même malgré tout à le souligner. Oui, et je réitère donc l'invitation à la fois de quelques riverains et puis des associations sur la centrale de Luciane. Je ne sais pas si vous voulez intervenir avant que c'est... On va finir juste par rapport à l'interpellation de M. Lanfranc sur les combustibles et les rejets atmosphériques. C'est M. Dupuis, allez-y. Et après, monsieur. Donc, qu'est-ce que montre cette diapositive ? On voit donc dans les différentes pastilles de couleurs les réductions attendues par type de polluant, donc les différents types d'émissions. Donc, le SO2, par exemple, on voit. Alors, je dois me retourner. Je vais me mettre ici, peut-être, je ne sais pas si la caméra peut me suivre, peut-être pas. Pas grave. Au SO2, on a 98% de réduction de SO2 si on fonctionne au gaz naturel. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le lire.
on a 88% de réduction d'oxyde d'azote si on fonctionne au gaz naturel. On a 73% de réduction de particules fines si on fonctionne au gaz naturel. Donc effectivement, on voit qu'au gaz naturel, on a un gain très important. Et là, jusque-là, je crois qu'on est d'accord. Ce que montre cette diapositive également, c'est que centrale du VADS au fioul lourd n'est pas égale à centrale moderne, performante, avec un fioul léger ou avec la biomasse liquide. On n'essaye pas de dire qu'il faut fonctionner avec un combustible principal liquide. Ce n'est pas l'objet d'un PPE, ce n'est pas la centrale qu'on construit, mais néanmoins c'est simplement des faits scientifiques. On a une réduction importante des émissions entre ce qu'on a aujourd'hui à la centrale du VADS, qui est une vieille centrale qui a plus de 40 ans, qui fonctionne avec du fioul lourd, et une centrale moderne, performante, avec des équipements de dépollution des fumées, avec un fioul léger, et donc quelque part plus respectueux de l'environnement. C'est ça que voulait dire tout à l'heure Alain Delorme quand il a parlé de ça. Et on a donc, dans tous les cas, un gain environnemental. Alors, certes, on a un gain plus important au gaz, mais on a néanmoins un gain important également avec un combustible liquide. Alors, si on dit ça, ce n'est pas pour dire qu'il faut remplacer le gaz naturel par du combustible liquide. Mais c'est la raison pour laquelle on n'attend pas l'arrivée du gaz naturel pour développer ce projet. Parce que ce projet, on veut que la centrale soit en service le plus tôt possible pour arrêter la centrale du VADS et la basculer au combustible qui sera disponible. Donc, si on a du gaz, on fonctionnera au gaz. Si on n'a pas de gaz, eh ben... Alors, s'il vous plaît, monsieur, excusez-moi madame, mais monsieur avait demandé la parole, donc tout de suite on vous la donne. Monsieur avec le t-shirt blanc, je vais être obligé de vous nommer comme ça. Là, avancez, allez-y. Là, monsieur là. C'est un mariage sans marié. Voilà, allez-y. Présentez-vous, posez votre question, merci. Oui, monsieur Chapuis, à Sentinelle aussi, comme monsieur Lanfranc. C'est le bénéfice de l'âge, mais je vous rappellerai la centrale de Chasse-sur-Rhône qui fonctionnait, elle, au charbon. Elle n'a pas fonctionné longtemps. Hein. Ils l'ont fermée. Ça a été un gros bide de l'époque. Et j'ai peur qu'on aille vers le même schéma, en ce sens que, moi, quand je lis vos documents, on parle d'environnement de la centrale, d'un environnement industriel. Il y a à peu près 1500 personnes autour de cette centrale, aujourd'hui. Il y en aura peut-être même plus demain. Et les études d'impact, j'ai lu aussi qu'elles devaient être finalisées premier trimestre, c'est-à-dire demain. Est-ce que vous avez une étude d'impact plus sérieuse que celle-là? Celle-là, je ne conteste pas les valeurs, mais ce n'est pas une étude d'impact. On sait que, vous parliez de Luciane, il y a des conditions météo qui sont totalement différentes. Et pourquoi on vit mal la centrale du VADS? C'est parce qu'on a un effet, effectivement, couvercle, qui fait qu'on a une pollution qui est énorme. Et moi, ce que je crains, c'est qu'en pensant au fuel, au combustible, fuel ou biocarburant, on arrive à une impasse très rapidement. Et ce que je souhaite, ma seule question, est-ce que les études d'impact pour un fonctionnement biocarburant au fuel léger a été finalisée? Alors, on va vous répondre tout de suite, allez-y. Alors, je ne sais pas où Et on a après, mis monsieur avait demandé. dans le dossier que les études d'impact devaient être finalisées au premier trimestre. C'est une coquille. C'est marqué dans le finalisation des études d'impact, établissement du dossier de demande d'autorisation, mise à jour des études réalisées, premier semestre 21. D'accord, premier semestre, tout à fait. Alors là, on est d'accord, parce qu'on est en train de les terminer. Non, mais 2021, je lis. Non, on y est demain. Effectivement, on est dessus. Et ma question, c'est où en êtes-vous? Alors, non, mais je vais vous répondre. Et notamment en ce qui concerne l'ensemble de la courantologie et de la dispersion, effectivement, des produits. Alors, dans l'étude d'impact qu'on est en train de faire établir par des bureaux d'études spécialisés, donc on a reçu des premiers résultats, et certains de ces premiers résultats font partie des réponses qu'on a apportées aux contributions sur Internet. On n'a pas encore l'étude d'impact finalisée. Elle sera déposée
dans le dossier de demande d'autorisation à la rentrée, donc au mois de septembre, octobre. C'est ce qu'on vise depuis le début, et ça aussi, je crois que c'est dans le dossier. Tout ce dossier sera rendu public et soumis à enquête publique. Et donc, en particulier dans ce dossier, alors on peut aller au la toute dernière diapo, si c'est possible. C'est pas la 30, c'est la suivante. Non, c'est même pas la suivante, c'est... 34 34 Voilà, c'est celle-ci. Donc, alors, je ne sais pas si on voit bien de la salle. C'est le résumé de ce qu'on doit intégrer dans notre dossier de demande d'autorisation. Donc, il y a la partie étude de danger, risque industriel, etc. Et il y a une étude d'impact. Et dans l'étude d'impact, les deux premiers points, c'est les rejets atmosphériques, l'évaluation de l'impact sanitaire donc, de ces rejets atmosphériques. Donc, c'est effectivement le cœur de cette étude d'impact. On commence à avoir des éléments. Évidemment, l'objectif même de cette étude, c'est d'arriver, pour nous, porteurs de projet, de nous assurer qu'il n'y a pas d'effet nocif de l'installation de cette centrale, la mise en service de cette centrale, sur l'environnement, et sur l'environnement humain en particulier. Donc, c'est le cœur de l'étude d'impact. Et ça fait ces deux documents qui vont répondre à cette question. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les premiers éléments qu'on a, c'est qu'avec une centrale avec des moteurs performants, de très bon rendement, avec des systèmes de nettoyage des fumées, avec des cheminées à 50 mètres, avec un combustible, donc avec les trois combustibles, parce qu'on étudie évidemment les trois combustibles. On étudie les différentes configurations météorologiques. On a repris les 3 dernières années, donc heure par heure. La topographie de la zone, évidemment, qui a un impact important sur les retombées atmosphériques des émissions sur l'environnement. Donc tout ça est étudié et on en tire des conclusions pour chacun des types d'émissions en fonction des zones de retombées sur la contribution du projet aux émissions atmosphériques ambiantes. Voilà. Aujourd'hui, elles sont plutôt rassurantes, mais je ne peux pas vous présenter les choses qui ne sont pas terminées. Elles seront présentées au stade de l'enquête publique. Tous ces dossiers seront rendus publics et seront soumis à vos commentaires de la même façon qu'on vous présente aujourd'hui une amorce de projet. Évidemment, ce n'est pas du tout une étude d'impact, là, ce qu'on vous propose. C'est... Très bien. Excusez-moi, on n'entend pas, mais monsieur avait demandé la parole, donc je me permets de lui proposer. Après, levez la main et je vous donnerai le micro, c'est promis. D'abord, une première remarque. Monsieur, il était intéressant, dans votre diapo, comparant les différents combustibles, de mettre aussi le fioul lourd et de montrer quel était l'impact du fioul lourd. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas fait. Ça aurait été intéressant de montrer quel était le service médical rendu par la centrale du Vasio dont monsieur parlait tout à l'heure. Donc, en matière de service médical rendu, je vais vous dire, c'est très simple. En 2006, l'Institut national de veille sanitaire a fait une publication sur laquelle il disait un tel niveau de particules, telle mortalité en cardiovasculaire, telle mortalité en cancérologie. Donc, je rappellerai aussi, pour ce que je pense que M. Lanfranc a un peu oublié cet épisode, c'est que nous avons été obligés de faire une manifestation parce que EDF avait le loisir de polluer au maximum de ce qu'il voulait. Il n'y avait aucune valeur limite d'émission. On arrivait à émettre jusqu'à 3 et 4 fois les limites autorisées sur le territoire continental, ce qui était quand même extraordinaire. Donc, en matière de services rendus, je vais vous dire, c'est 9% de mortalité cardiovasculaire en plus et 7% de mortalité par cancer en plus sur la région d'Ajaccio, donc, et le Grand Ajaccio, donc là où les particules se déposent, sachant que, Jean-Nicolas Antoniot pour le préciser, que la climatologie que nous avions étudiée montrait que le microclimat qui est sur Ajaccio faisait que nous avions un nuage permanent sur Ajaccio, que c'est des microparticules, donc nous en bénéficions au quotidien et régulièrement, enfants, adultes, enfants, y compris les animaux. Donc, je crois que remplacer un combustible en nous disant que, comme je me réfère à M. Lanfranc tout à l'heure, il a parfaitement raison, du fioul léger par du fioul lourd, c'est pas de Caribe en Scylla, on est sur le même principe et sur le même problème. Ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on en subit, on va en subir encore jusqu'en 2026, si j'en crois vos chiffres. Donc on va encore pendant 5 ans en prendre plein la gueule, si vous permettez l'expression, et particulièrement donc on aura une mortalité par cancer qui va encore se prolonger, surtout qu'avec le Covid, ça va être encore plus intéressant maintenant. Et de surcroît, on n'est pas certain
qu'en 2026, on aura un combustible qui sera celui dont vous présentez, donc le GNL, qui est le moins toxique, le moins polluant, et nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Donc, permettez-moi de dire que ça me fait doucement rigoler, parce que je crois qu'on va encore faire le bonheur des entreprises qui ne sont pas loin à côté, c'est-à-dire les entreprises de pompes funèbres, qu'elles soient à proximité ou sur la rocade. Donc, j'aimerais quand même que vous soyez un peu plus précis, un peu plus hâtif, je dirais, par rapport aux appels d'offres qui traînent, qui durent. On va savoir quand et comment on va avoir du GNL. Parce qu'en plus, la centrale sera construite, c'est vrai. Mais c'est un autre marché pour le gaz. Donc, on est subordonné à un tas de léas et on n'est pas certain d'avoir demain du gaz sur Ajaccio. Donc, je crois que là encore, on est, si vous voulez, je rejoins M. L'Enfant dans ce domaine, puisque nous partageons les mêmes vertus, je dirais, en matière de subir, je dirais, ce climat. Et donc, je vous interpelle encore une fois là-dessus. Votre incertitude me fait froid dans le dos pour les générations présentes et à venir. Merci. Très bien, merci. Donc, on est sur, évidemment, le même sujet. Donc, je ne sais pas si la même réponse va vous satisfaire. Je ne pense pas. On peut demander à M. Legagnou de la refaire. Mais en termes, disons, de délai derrière, est-ce qu'il y a un peu une sorte de calendrier d'acheminement de ce gaz et du travail, disons, sur cette création de cette nouvelle infrastructure gazière? Très concrètement, je n'ai pas de réponse à ce stade sur cette question-là. C'est pour ça qu'on a toujours été clair depuis le début de cette concertation. L'État a toujours dit que si en 2026, un autre combustible pouvait faire le démarrage de la centrale, si le gaz n'était pas encore arrivé, il fallait aller vers cette solution. C'était très bien dit tout à l'heure, la centrale du Vals actuelle, et vous le soulignez vous-même, a besoin de changer. On a besoin de passer à une nouvelle centrale qui soit plus propre, parce que c'est quand même bien montré que quels que soient les combustibles, de toute façon, elle sera plus propre. Donc, de toute façon, le plus important dans cette histoire, c'est bien quand même avant tout que la centrale soit prête le plus vite possible. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis en train de vous dire que si le gaz arrive, c'est pas tellement le sujet, c'est pas ça que je veux vous dire. Je vous dis simplement que la première chose, c'est la construction de la centrale. Et l'État, jusqu'à preuve du contraire, depuis 4-5 ans, a quand même fait l'ensemble des démarches pour lancer ces appels d'offres, pour avoir des candidatures, pour avoir des solutions proposées pour faire venir le gaz à Ajaccio et à Bastia. Maintenant, je vous ai donné un horizon tout à l'heure qui n'était pas si lointain. Donc, nous aurons à ce moment-là l'occasion d'en rediscuter. Voilà, c'est un peu la réponse que je peux faire. C'était à l'automne. Voilà. D'accord. Oui. Après, il y aura un comité. Oui, Monsieur Dupuis, c'est allez-y. C'est le sujet du jour. Allez-y. Alors, je ne vais pas rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Je voulais répondre à monsieur sur les contrôles qui sont faits. Vous parliez d'une époque, peut-être, où il n'y avait pas de contrôle sur les émissions. Moi, je n'ai pas connu cette époque et j'étais directeur d'une centrale sur une autre île, à La Réunion. Et je peux vous dire qu'on est contrôlé. Le contrôle technique d'une voiture, c'est rien du tout. On a des contrôles en permanence. On est soumis à 10 000 exigences réglementaires en termes environnementaux, sécurité, sur une centrale de ce type-là. Et sur les émissions, on a des mesures en continu, avec des systèmes de mesures en continu qui appartiennent à l'exploitant, où si jamais on dépasse ces mesures, on arrête le moteur, parce que c'est la réglementation. Il y a des mesures qui sont faites par des organismes externes, agrémentés, qui viennent vérifier que nos mesures en continu correspondent à la réalité. Il y a des mesures qui sont faites dans l'environnement, par des cabines qui sont placées en fonction de l'étude d'impact sur les zones les plus à risque. Mais oui. Non, mais vous parliez de pas de mesures. Je vous assure qu'aujourd'hui, on est extrêmement contrôlé. Donc, tout ce qu'on va écrire dans l'étude d'impact sera repris dans l'arrêté préfectoral qui autorise l'exploitation de la centrale. Derrière, on n'a pas l'autorisation de dépasser ces valeurs. Sinon, les moteurs qui dépassent ces valeurs s'arrêtent. C'est la règle. Donc, on n'est pas, en tout cas, on n'est plus, si jamais cette époque a jamais existé, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Alors, madame après, mais monsieur, alors peut-être, oui, monsieur en bleu au milieu qui m'avait demandé il y a déjà un petit moment. Alors, ça va peut-être pas être très pratique pour vous amener le micro, mais allez-y, madame. Oui, donnez-lui s'il vous plaît à monsieur. On nettoiera la poignée après. Désolé, allez-y. Présentez-vous, allez-y.
Un ancien militant, Jean-Pierre Ducousseau, qui préfère ne pas trop se laisser aller à son énervement, parce que respirer depuis plus de 40 ans ce que nous respirons, et nous sommes pratiquement les seuls, avec d'autres compagnons insulaires, bien sûr, Guadeloupe, Réunion, etc. Sur le continent, bon, vous avez les centrales nucléaires. Ceci dit, on pourrait en profiter au cas où, dans le couloir rhodanien, un réacteur explosé avec un coup de Mistral, on serait débarrassé du problème corse très rapidement, et marseillais en même temps. Donc, ne parlons pas du nucléaire. Mais lorsque, monsieur, vous osez parler de la future centrale propre, arrêtez. C'est absolument insupportable. Tout à l'heure, j'étais intervenu comme ça, en demandant s'il y avait un malus écologique pour la centrale. Parce que pour ma bagnole, il y en a un. Donc, effectivement, on nous promène beaucoup. Et j'avoue avoir un peu laissé tomber, car je pense que, à part le rapport de force, malheureusement, sachant que le pognon de dingue de M. Macron, il n'est pas destiné à la Corse, à d'autres personnes, surtout actuellement dans le cadre de la crise du Covid, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Et je vais quand même laisser à des gens plus sérieux, comme M. Antoniotti, Lanfranc ou Merlin, la parole. Mais c'est vrai, nous sommes particulièrement dégoûtés et votre passage, une fois de plus, ne servira pas à grand-chose. Bon, en tout cas, vous avez le droit de l'exprimer, c'est fait. Je vais alors, madame, et ensuite monsieur. Donc, madame, juste là, s'il vous plaît. Allez-y. Très bien, présentez-vous. Merci, Ségondi, Association Le Garde. Alors moi, je voudrais déjà vous faire un petit rappel. Effectivement, ça a été un dur combat que de faire mettre cette centrale un petit peu aux normes. Un combat qui a duré plusieurs années, puisque maintenant, on brûle de l'urée pour abaisser les NOx de manière significative. Mais quand on se levait le matin sur Ajaccio, c'était un brouillard de jaune épouvantable. Donc ça, c'est du temps du préfet Lemas. À l'époque, on a pu régler cette aventure. Ensuite, oui, mais des actions, répétitives. Ensuite, moi, je suis étonnée qu'on ait lancé simplement la concertation concernant le gaz ou les appels d'offres, puisqu'on a été reçu par le directeur du cabinet du ministre de l'écologie en juillet 2019, et il nous avait garanti que ces études étaient déjà en cours, que cet appel d'offres avait été lancé et qu'effectivement le gaz était bien prévu à l'arrivée. Donc on ne peut que s'étonner, enfin personnellement je m'étonne que les appels d'offres aient débuté que là, très dernièrement. Alors, puisque j'y suis, je vois que je vais finir. Dans les études d'impact, on a déjà beaucoup parlé de l'eau, beaucoup de choses ont déjà été prises en compte. Submersion, risque d'inondation. Maintenant, il nous reste une chose qui me semble très importante, ce sont les eaux souterraines. Et c'est vrai que c'est un détail qu'on a remis dans notre contribution écrite ce jour. Je tiens particulièrement à ce qu'on se penche effectivement sur ce problème, puisqu'il semblerait qu'il y ait un aquifère qui soit pendant à celui de Kaldanich et qui se trouve de ce côté de la centrale, du Vadzio. Donc le BRGM, pour moi, devrait être consulté. Je vous ai donné tous les éléments qui vous permettront de connaître l'étude sur laquelle je me base, mais il ne faut plus abîmer les eaux souterraines comme on le fait. Il y a l'air, il y a l'eau, l'eau des cours d'eau, etc. Nous demanderons là aussi à obtenir des analyses des sédiments sur le Vadzio et sur la salive, puisqu'effectivement ces cours d'eau se jettent dans le golfe d'Ajaccio qui est classé Natura 2000. Donc on nous repousse toujours, monsieur le directeur de l'Adréal, on ne nous donne jamais, on répond jamais à nos questions, on voudrait obtenir l'analyse des sédiments des cours d'eau qui sont impactés par les pollutions. On a ces deux-là, on a Cavalou morte ou de l'autre côté, donc tout ça,
Ce sont des choses que nous réclamons depuis longtemps, que ce soit la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Et on vous remercie quand même d'essayer d'aller dans le bon sens et de faire un bilan, une étude d'impact très poussée, très pointue, et de répondre très significativement. Et je pense que vous êtes prêts à le faire. Il faut nous donner objectivement les chiffres, les publier, que ces chiffres soient publics. Ça ne peut plus durer comme ça. Pour terminer, j'aurais encore une autre question, et j'aurais terminé donc on en a là-dessus. noté 2, je pense. Allez-y. Oui, non, mais c'est tout facile. Non, mais... Je voudrais, puisqu'on parlait de puissance tout à l'heure, on parlait de la puissance de la centrale, je voudrais connaître très effectivement les puissances des câbles, que ce soit Sarco et Sacoy. Voilà, quelle sera la puissance globale à disposition de la Corse. Je ne pense pas qu'on ne parle. Cette centrale, elle ne va pas desservir qu'Ajaccio. Donc, elle dessert toute la Corse. Elle rentre dans le réseau de distribution. Donc, il faut qu'on sache combien on peut disposer de puissance au moment où on branche beaucoup de voitures électriques, beaucoup de climatiseurs. Comment on va faire ? Voilà, je vous remercie, j'ai fait le tour et on attend le gaz, bien sûr. Merci, Madame Segonde. Absolument. Donc, j'ai noté 3 points. Après, vous pouvez en trouver d'autres. Donc, la notion d'eau souterraine, avec cet enjeu par rapport, disons, le moins d'impact sur les... éviter d'impacter les eaux souterraines. Est-ce que ça, c'est étudié dans l'étude d'impact ? Deuxièmement, les chiffres par rapport aux sédiments des différents cours d'eau qui finissent dans la baie d'Ajaccio. Et troisièmement, la puissance des câbles qui relient la Corse à l'Italie et la Sardaigne. Voilà. Alors, sur les eaux souterraines, allez-y. On va commencer par le troisième. Alors, on va commencer par le troisième. Le micro, s'il vous plaît, mais qui est en train d'être nettoyé. Donc, c'est Madame Bardi, je crois, de la DREAL aussi, qui a ce sujet en tête. Mademoiselle, vous n'allez plus vous asseoir, je crois. C'est pas... Voilà, allez-y, répondez. Donc, le troisième point... Non, c'était pas sur la puissance des câbles. Le troisième, c'était sur la puissance des câbles, mais en fait, on comprend l'équilibre des différentes sources électriques pour la Corse. Oui, on est toujours sur ce fameux trépied électrique, parce qu'on dit énergétique, mais sans vouloir dire tout ce qu'il y a dans la PPE, l'électricité, c'est 1/3 de l'énergie consommée. Donc, il y a plein d'autres choses. La mobilité, c'est 50% de l'énergie consommée, etc. Mais si on se focalise un peu sur l'électricité, on est donc bien sur un trépied. En 2018, les énergies renouvelables, c'était 36% de la consommation énergétique. Je le dis parce qu'entre puissance et production énergétique, on a toujours des fois des histoires de chiffres. Donc, le câble, Sarco, c'est 100 MW. Sacoy, c'est 50 MW aujourd'hui. Et dans le cadre de la rénovation de Sacoy, qui est en cours d'instruction avec une concertation préalable de la même façon, on passera à 100 MW. À titre de comparaison, on est, en 10 ans, on a doublé le volume d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on a 155 MW de PV. On a à peu près 200 MW de grands barrages. C'est pour donner des ordres d'idées. Mais en termes de production énergétique, on est plutôt sur 1/3 de câbles, 1/3 des 2 centrales et 1/3 d'énergie renouvelable, qui est quand même une tendance largement à la hausse. Et l'objectif en 2028, avec les grandes orientations de la programmation, enfin du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est d'arriver à un peu plus de 60% d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Mais ça aussi, c'est des sujets, alors je ne sais pas si EDF est celui-là, mais c'est des sujets aussi un peu complexes entre puissance et production, parce qu'on sait bien qu'on a une consommation un peu en dents de scie, avec des outils de production qui ne sont pas forcément là au moment où on a besoin de consommer. C'est vrai sur les pointes estivales. Bon, je ne veux pas être plus longue que ça, mais il y a un vrai sujet. J'en profite pour dire les éléments un peu détaillés de la PPE, comme le rapport a été présenté à l'Assemblée de Corse le 29 avril. Il me semble qu'il est en ligne sur leur site et qu'il y a le détail de la PPE où on retrouve les puissances, enfin pas mal de détails sur cette feuille de route. Très bien, merci. Donc, si on poursuit... oui, donc, monsieur... Il y avait les 2 autres questions. Oui, je sais. Il y a 2 autres sujets, mais monsieur Corti... Oui, alors vous avez présentez-vous, s'il vous plaît. Olivier Courty, donc la DREAL, chef du service risque naturel et technologique. Ah, excusez-moi, madame. Ah, c'est bon, c'est pour moi, ça va.
Donc, vous avez tout à fait raison. Donc, l'aquifère mérite d'être protégé et sera pris en compte nécessairement dans l'étude d'impact, d'une part. Essayez de rapprocher le micro, parce que si vous tournez la tête vers madame, on n'a pas le droit de toucher. Vous n'êtes plus devant le micro. Non, mais ça fait rien. Allez-y, voilà. Voilà, vous m'entendez mieux là, peut-être. Donc, pour l'aquifère, donc ça sera pris en compte au niveau de l'étude d'impact. Ça sera pris en compte également dans l'arrêté préfectoral au niveau des prescriptions techniques qui seront édictées par le préfet. Et puis, je voulais répondre aussi, je ne sais plus, il y a eu des questions tout à l'heure sur l'aspect surveillance des rejets d'une façon générale. En fait, il y a deux types d'approches, quel que soit le rejet. Deux types d'approches en matière de rejet. Il y a ce qu'on appelle l'autosurveillance, c'est-à-dire qu'on confie à l'industriel, à l'exploitant, le suivi des mesures. Et évidemment, si on ne fait pas un contrôle de ces contrôles, la fiabilité pourrait déraper éventuellement. Donc, il y a un contrôle des contrôles qui est réalisé par un tiers expert ou un organisme agréé par le ministère qui valide les contrôles qui ont été faits au niveau de l'autosurveillance, ou non. Voilà, j'ai répondu à votre question. D'accord. Merci. Donc, on poursuit la réponse. Oui, madame. Alors, monsieur avait demandé, madame. On poursuit. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur les autres points là, par rapport aux eaux souterraines et à la demande? Monsieur Courtier a déjà répondu à une partie de la question, mais pour finir la réponse à madame Segondi. Donc, oui, l'impact sur les eaux souterraines et les eaux superficielles sera étudié dans le cadre du dossier de demande d'autorisation. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là aux premières réunions, le projet tel qu'on le présente aujourd'hui n'a que très peu d'impact sur les eaux souterraines, puisqu'il n'y a plus, comme il y avait pour le précédent projet, un tunnel avec une prise d'eau de mer et un rejet d'eau en mer. Donc il n'y a ni impact sur l'infrastructure du sous-sol, ni impact dans les rejets marins, puisqu'on n'a plus ces flux, on n'a plus besoin de ce tunnel important. On est donc que sur des superstructures qui sont au-dessus de la surface du sol, avec finalement très peu d'impact sur les eaux souterraines. Néanmoins, ce dossier sera étudié et fera partie d'un des volets de notre demande d'autorisation. Sur les sédiments, on en avait parlé, je crois, la dernière fois. On a donc un autre volet qui est l'impact sur les eaux superficielles. Et on a un bureau d'études qui travaille actuellement, qui a fait des prélèvements sur les sédiments. Donc ça, les rapports seront dans notre dossier de demande d'autorisation, donc rendu public. Après, j'entends que vous voulez quelque chose d'extrêmement rigoureux. Alors, je pressens que ça ne suffira pas par rapport à vos besoins, mais on étudie toute la partie impact de notre activité sur les cours d'eau qui se situent au droit du site et jusqu'en mer. Donc toutes ces études sont faites, elles seront rendues publiques. Et donc on en reparlera dès qu'on aura transmis ces éléments. Excusez-moi, madame, là, on ne va pas vous entendre. On vous redonne le micro, mais très rapidement, parce que j'ai deux personnes qui souhaitent la voir. Et on est obligé d'arrêter la réunion à 19h, normalement même à 19h moins le quart. Donc, il reste une demi-heure voilà, pour respecter le couvre-feu. Je devrais même vous lâcher, normalement, avant, réglementairement. Alors, j'en reviens à mes sédiments. Les analyses qui avaient été effectuées sur la plage du Ricante, sur le premier dossier, prouvaient qu'on avait des dépassements de seuil en N. Donc le fluorène, enfin des petites saletés comme ça. Donc on veut savoir, et ça me semble évident, quel est l'état du cours d'eau, des prélèvements dans le cours d'eau. On ne peut pas se contenter d'avoir simplement des prélèvements sur la plage du Ricante, ou assez loin effectivement des points d'embouchure, qui nous dit qu'il y a du fluorène. Bon, il y a un problème. Voilà. Enfin, juste un élément de réponse sur ce sujet-là. Ça, c'est l'état initial, d'accord, qu'on avait fait pour le sujet du CCG, dans lequel on fait toujours, quel que soit le chapitre de l'étude d'impact, on fait un état initial et on regarde ensuite si on impacte cet état initial et dans quel sens on l'impacte. Est-ce qu'on l'impacte en plus ou est-ce qu'on l'impacte en moins? Donc ça, c'était... Non, mais je vous donne la méthodologie qu'on emploie. Ceci étant, aujourd'hui, on est sur un sujet qui est différent du sujet du CCG de 2019, qui a été arrêté en juillet 2019.
Donc, si vous aviez considéré qu'à l'époque, notre état initial était insuffisant, l'état initial que nous avions remis à l'enquête publique d'ailleurs, hein, c'est d'ailleurs probablement pour ça que vous avez ces résultats, très bien. Mais là, on refait un autre sujet, un autre objet, avec un état initial et les impacts sur l'état initial. On n'aura pas de rejet en mer. Donc on espère bien, Mais voilà. bon, Après, c'est peut-être dans le comité de bassin, il y aura peut-être des états initiaux, etc. Ailleurs, mais on va poursuivre. On a entendu la demande de toute façon d'avoir plus de précision. Il y a une étude d'impact qui va arriver. Donc, oui. Alors, monsieur devant, là, juste là, qui a demandé la parole depuis très longtemps. Juste avancez, s'il vous plaît. Là, voilà, très bien. Et ensuite, monsieur au fond. Madame, j'ai vu, mais monsieur avait demandé aussi, et monsieur Antoniotti aussi. Présentez-vous, posez votre question, s'il vous plaît. On va essayer d'être... Joël Genin, j'ai entendu quelque chose quand même d'assez étonnant à propos de l'étude d'impact qui n'est pas encore finalisée, parce que cette centrale, elle va se faire de toute façon. Ça veut dire que, quels que soient les résultats de cette étude d'impact, vous me dites que ça se présente très bien. Bon, vous savez très bien que c'est un PIG, programme d'intérêt général, donc cette centrale se fera. Je pense qu'on a contribué au fait qu'elle ne fait pas 250 mégawatts, ce qui annihilait un peu les efforts en termes d'énergie renouvelable et les ramener à 125 grâce à une petite boulette dans une étude de la Creux. L'autre chose, au niveau des analyses, là je m'adresse à l'Adréal, c'est quand même, il a fallu qu'on produise l'arrêté préfectoral. À l'époque, c'était M. Bergès, je pense qu'il a été remplacé, pour démontrer que si effectivement les analyses de rejet étaient faites mensuellement, mais pas au point R3 de rejet dans la Gravonne, puisque celui-ci était complètement envahi par les ronces et depuis longtemps. Mais dans cet arrêté préfectoral dont l'Adréal est chargé de l'application, il est précisé qu'il doit y avoir une étude annuelle des sédiments et de la vie dans la Gravonne, c'est-à-dire des poissons et des herbes. Et à ma connaissance, j'attends le contraire, ça n'a jamais été fait. Donc ça donne une idée du suivi qui est effectivement réalisé, sachant qu'on n'a jamais vu l'Adréal poser des problèmes à EDF, étant donné que les normes sont faites pour que EDF soit toujours dans les clous. Et dernier point, peut-être qui a déjà été traité à d'autres réunions auxquelles je ne participerai pas, c'est le fait que ce soit un terrain inondable. Donc je pense que ça a été évoqué. Quand la Gravonne a débordé, il y a un an et demi, 2 ans, ce terrain-là, qui était complètement décapé, était sous les eaux. Alors j'ai bien vu que dans le projet, il va y avoir une levée de terre, la stabilité avec des moteurs puissants, les vibrations, je ne sais pas, vous allez descendre à combien, à 20-30 mètres de profondeur pour assurer la stabilité de l'ensemble. Donc, que les eaux souterraines ne soient pas impactées, là aussi, ça pose des questions. Bon, merci monsieur. On va tout de suite donner le micro à monsieur au fond, mais on va quand même, donc sur ces points-là, est-ce que vous avez des précisions à apporter attendez monsieur, on va vous donner la parole, juste la question à l'Adréal, peut-être déjà Alors, très sincèrement, je n'ai pas la réponse sur la question des sédiments. Je ne sais pas si Olivier, ça te dit quelque chose. Alors, mais ça, on prend la question et puis on mettra les éléments de réponse. Non, mais d'accord, monsieur. D'accord. Vous citiez M. Bergès tout à l'heure. J'ai quand même beaucoup discuté avec lui de ce qui a pu se passer il y a 2, 3, 4, 5 ans sur toutes ces questions de pollution. Et je ne suis pas convaincu quand même qu'EDF ait toujours été d'accord avec ce qu'on lui a demandé de faire. Je tiens quand même à le dire. Il n'y a pas de volonté absolue de la part de l'Adréal, et ce serait même un peu... On pourrait mal le prendre de l'entendre comme ça, de vouloir absolument faire plaisir à EDF. Pas du tout. Je pense que vous êtes... Pour un certain nombre, vous avez été fin 2019 à un CODERST qui a eu lieu, où on a quand même pris des mesures qui durcissaient les rejets atmosphériques d'EDF. Et je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, ça n'a pas soulevé particulièrement de sujet. Donc, bon, l'EDF peut peut-être compléter, mais je crois quand même qu'on ne peut pas trop laisser dire qu'on est complice d'EDF sur les questions de pollution atmosphérique. Je crois qu'on a fait tout le contraire depuis des années. Je crois qu'on a largement contribué au fait qu'il y ait des rééquilibrages de production d'électricité entre Luciane et le Vasio.
Je crois qu'on a largement contribué aussi à la diminution des émissions conformément aux arrêtés ministériels, conformément aux directives européennes. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Très bien. Simplement, oui, allez-y. Tout comme on peut Il pas faut dire, faire assez vite, s'il vous plaît. Oui, je vais être relativement bref. Tout comme on ne peut pas dire non plus qu'on fait n'importe quoi dans nos centrales. Ça, je ne peux pas non plus le laisser dire. Il y a toute notre autosurveillance. Il y a tout ce qu'on transmet à tout le public. Il y a tout ce qu'on transmet à l'administration, qui nous met quelquefois des arrêtés de mise en demeure avec des délais très courts pour revenir à la règle si jamais on a dépassé cette règle. Et on est quand même aussi, je vais peut-être encore une fois susciter les applaudissements, mais on est quand même aussi là pour faire nos meilleurs efforts, et je reviendrai sur ce qu'a dit M. Lanfranchi tout à l'heure quand il faisait tout l'historique, mais on a testé aussi ces dernières décennies sur ces moteurs, que ce soit ici ou que ce soit dans d'autres îles, parce que trouver une technologie pour réduire les NOx, ça paraît simple à dire, c'est quand même très compliqué à faire. Et ça coûte très cher. Et ça coûte aussi très cher, mais ça, on le fait aussi. D'accord ? Ça fait partie aussi de notre mission. Très bien, on a fait une action concertée dans tous les sens. Et tout le monde l'a fait, et on l'a fait aussi bien volontiers. D'accord ? Si, j'étais un peu là à l'époque. Je vous assure que... Mais ça ne se fait pas non plus comme ça, de déterminer comment marche une dénox ou comment augmenter la vitesse des gaz à l'échappement sans faire de contre-pression, etc. C'est des problèmes qui ne sont pas simples à résoudre. D'accord, excusez-moi. J'ai 3 personnes qui demandent la main depuis un moment. Monsieur, s'il vous plaît, c'est à vous. Monsieur, s'il vous plaît, c'est à vous. Oui, allez-y, oui. Non, on reviendra à la question, madame, si vous avez considéré qu'elle n'est pas, mais levez la main, vous serez la 4e personne à reprendre la main. S'il vous plaît, monsieur, il reste 20 minutes, allez-y, posez une question, s'il vous plaît. Voilà, très rapidement, donc Norbert Laredo, je me présente, je suis l'un des anciens porte-parole du comité anti-VAD. C'était la lutte du comité anti-VAD et pour la réalisation de 11 barrages hydroélectriques et la mise en valeur des ressources de l'île, qui s'est étendue dans sa première phase de 1977 à 1987. Alors, pour en venir au fait de ma question, certains d'entre vous étaient là lors de la première réunion. Gardez le micro, s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi. Allez-y. Lors de la dernière réunion qui a eu très haut sujet à laquelle j'ai participé, qui remonte à environ un petit mois, j'avais posé une question à laquelle je n'avais pas eu de réponse, mais je veux bien comprendre que peut-être les personnes ont été prises de court, n'avaient pas les éléments pour répondre. Voilà. Monsieur Prolio, qui a été patron de l'EDF, comme chacun sait, et qui était véritablement une personne de référence au niveau des compétences dans le sujet dont nous débattons, Monsieur Prolio, venu en Corse il y a 5 ou 6 ans, 5 ou 6 ans, avait été interviewé par des journalistes locaux, et ça avait été reproduit dans le quotidien Corse Matin, et il avait dit de toutes les façons, le gaz viendra, et au besoin, il viendra par bateau. Bon, alors dans la mesure où le gazoduc a fait long feu, c'est-à-dire le gazoduc qui viendrait de Bastia à partir d'une barge qui aurait été installée au large de Luciana, finalement, on n'en parle plus. Donc, je voudrais savoir si vous avez pu creuser une réponse éventuelle à la question que je posais alors et que je repose aujourd'hui. Et je vous remercie par avance des éléments que vous allez nous apporter. Donc, la question, c'est quelle est la solution Monsieur Prolio, patron d'EDF, était venu et a dit, il y a 5 ou 6 ans à Ajaccio, a déclaré que de toutes les façons, le gaz naturel viendrait et au besoin, on aurait recours à un bateau. Alors, est-ce qu'il a parlé en l'air? Est-ce que c'était un bateau qui s'exprimait dans son intervention, ou est-ce que c'était une réponse, disons, motivée? Avez-vous pu faire une petite enquête? Merci. Peut-être pas par rapport à M. Poglio, mais en tout cas, est-ce que c'est une des solutions qui est examinée? Voilà. Alors, est-ce que s'il en a parlé, lui, c'est pas quelqu'un qui parle à la légère? On entend, monsieur. Voilà, merci. On a bien entendu. Donc, je reformule la question. Est-ce que c'est une solution qui est examinée dans le cadre de l'appel d'offres dont vous parliez, monsieur Le Guignon? Est-ce qu'il a eu une suite? Y a-t-il eu une suite? Voilà.
Mais la suite, c'est peut-être justement les études en cours. Mais allez-y, monsieur Le Guignou, et on va donner le micro à madame. Voilà, on le nettoie. Mais après, monsieur Le Guignou, d'abord. Alors, très concrètement, je ne sais pas répondre à votre question, parce que je n'étais pas là à l'époque. Et ces paroles engageaient avant tout monsieur Proliot. Quoi qu'il en soit, l'appel d'offres tel qu'il est aujourd'hui porté par le ministère vise bien à faire un approvisionnement de la Corse par un méthanier, par bateau. Donc on est bien dans cette logique-là. Donc ça répond à votre question, me semble-t-il. De toute façon, il n'y a pas 30 000 solutions, ça a été dit. C'est soit un pipe, soit un méthanier. Donc là, on est dans la logique un méthanier. Et après, ça a été présenté quelques fois dans les réunions précédentes. La question est de savoir si on a une installation sur terre, si on a une installation, ça a été évoqué tout à l'heure, qui soit immergée. Enfin bref, on est dans ces sujets-là en ce moment. Voilà. Mais c'est plutôt la solution du méthanier qui est aujourd'hui ça a été dit clairement que le pipeline D'accord, avait Alors, été abandonné en ce madame, allez-y, présentez-vous, posez votre question. Merci. Docteur Battesti, la Ligue contre le cancer. Je voudrais revenir sur la chronologie de cette installation. Je ne comprends pas pourquoi vous prévoyez donc de construire cette usine sans parallèlement, qu'est-ce que techniquement vous empêche de vous occuper de faire venir le gaz? Je veux dire, pourquoi d'emblée vous prévoyez pour 2026 de nous mettre du fioul léger alors que dans 5 ans, en 5 ans, je pense qu'on peut régler le problème du gaz? Je ne comprends pas du tout, alors que vous avez fait la démonstration qu'effectivement, c'est bien le gaz qu'il faut installer pour qu'il y ait le moins polluant. Donc pourquoi venir nous faire ici, finalement, la démonstration qu'on va nous mettre du fioul léger et qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est une solution intermédiaire qui va durer, on ne sait pas combien de temps, et alors que vous savez parfaitement, et vous êtes d'accord sur ce point-là, que c'est le gaz qu'il faut mettre. Pourquoi en 5 ans, on ne peut pas régler ce problème alors qu'on construit une usine en prévoyant d'emblée donc l'échec, j'allais dire, de l'installation du gaz, c'est-à-dire d'emblée d'installer du fioul léger. C'est quand même complètement aberrant. D'accord, merci madame. Merci madame. Il y a des raisons politiques. Merci madame. Je suis désolée. Merci madame. Après, monsieur avait demandé, monsieur Antoniotti, je crois que vous aviez demandé aussi la main, donc on va vous la donner. Madame affirme que, est-ce qu'en 5 ans, c'est encore jouable ou en tout cas, même s'il n'y a pas de calendrier. Pardon, monsieur. Merci. On va laisser nommer. On a entendu madame. Vous voulez que je réponde ? Allez-y, reprécisez. Personne n'a dit que ça démarrerait au fioul léger ou au biocarburant. Donc on n'a pas besoin de fioul léger en fioul. Alors, si. Oui, mais vous avez une route de secours. Alors peut-être répondez quand même à ce point, la nécessité d'un carburant de secours. C'est dans la première des choses, c'est dans la PPE. Non mais ok, je voulais... La première des choses, c'est dans la commande publique, d'accord? Donc c'est dans la PPE. Donc on respecte la commande publique au travers du combustible. Pourquoi c'est dans la PPE, finalement? Parce qu'on est sur un système insulaire et que un méthanier, un caisson immergé, une barge qui stocke le gaz, de temps en temps, il peut y avoir, soit elle a une avarie, soit elle a besoin de maintenance. Et donc, en cas de maintenance ou d'avarie, on a besoin de continuer à avoir cette continuité de service public, et donc on a besoin d'avoir un combustible de secours. D'accord? On a besoin d'avoir un combustible. C'est pas. Non, mais Mais je ne vous prends pas pour un imbécile, monsieur. Non, je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Je vous en prie. Le Vadio, est-ce qu'il a un combustible de secours? La question est bonne. Il a des groupes électrogènes de secours. Il a des groupes électrogènes de secours, donc c'est pas la même. Non, non, monsieur, je vous en prie. C'est pas. Non, mais après, c'est monsieur. Non, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je vais vous redonner. Je vais vous redonner la parole.
C'est promis, je vous redonne la parole. C'est promis, monsieur. C'est promis. D'abord, monsieur qui l'avait demandé depuis un moment. Allez-y, présentez-vous et posez votre question aussi. Bonjour, je n'ai qu'Antoniotti. Je serai gentil. La dernière fois, vous m'avez dit Non, que je serais gentil. Tout le monde s'écoute et c'est une bonne chose. Merci. Alors, moi, en m'extrayant du débat un peu technique où on est rentré, je regarde cette concertation un petit peu et je la compare à la concertation qu'il y a eu quelques années, alors qu'il y avait un porteur de projet pour le gaz, qui était GRT Gaz. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 2 porteurs de projet et que c'est l'ADRAL qui porte le projet. Permettez-moi de m'étonner un peu. À l'époque, il y avait un porteur de projet, un véritable porteur de projet qui était GRT Gaz. Les gens s'étaient déplacés. À l'époque, la CNDP s'était interrogée. Qu'est-ce qu'on va faire encore sur un projet de cette nature? Ce n'est pas notre vocation d'y aller pour ça. Donc déjà, la CNDP était venue en reculons. Et le préfet Bouillon, qui l'avait invité, c'est un préfet qui nous avait dit on aurait une centrale à gaz et rien d'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, combien d'années après, on se retrouve ici avec 0 porteur de projet pour le gaz. Il n'y en a pas. Alors que des appels d'offres ont été lancés et qu'à chaque appel d'offres, on a relancé un bouchon un peu plus loin avec des pistes de diversion pour aller sur notre stratégie. Et franchement, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, et pour le public qui nous écoute et qui regarde, cette concertation de valoriser l'action de l'État, qui apparemment n'est pas continue, on ne peut pas dire « j'étais pas là à l'époque ». L'action de l'État, elle est continue et elle se poursuit. Voilà. Au lieu qu'on ait une concertation qui donne de l'intérêt et de la valeur, franchement, au projet, on sent qu'il n'y a que EDF aujourd'hui qui mène en avant sa barque. On n'aura pas une barge pour le gaz. Et on voit qu'on est dans la situation de l'époque, puisqu'on a aujourd'hui, même pour les études environnementales, toujours le même bureau d'études, NUMTEC, qui fait les mêmes études. Et on en avait parlé avant qu'on ait cette concertation. Ça nous pose un problème, que ce soit depuis des années et depuis 40 ans, un même bureau d'études qui répondent aux questions environnementales. Voilà, donc la démarche n'est pas très crédible, même celle-ci. D'accord, merci pour cette nouvelle précision. Oui, monsieur Le Garant, vous voulez apporter... C'était 2 fois la CNDP, je pense. On vous donne le micro, monsieur Lorenzi. On vous donne le micro. Il est là. Ah, oui, non, mais excusez-moi, oui, vous en avez un, Mais c'est plus la régie qui doit vous ouvrir votre micro, allez-y. D'accord, j'étais... C'est pas vous à l'époque. Oui, je sais bien. Non, mais j'étais surpris que vous citiez la CNDP sur ce coup-là. Quand GRT Gaz avait un projet gazier, la CNDP est invitée par le préfet Bouillon, qui voulait... Excusez-moi, redonnez le micro à monsieur, parce que là, ils sont en train de discuter tous les deux, ça ne suffit pas pour l'ensemble de la salle. Non, un monsieur. Donc, pour préciser, la CNDP était impliquée. Et on va passer après à monsieur qui a redemandé. CNDP, à l'époque, on avait un préfet qui s'appelait monsieur Bouillon, qui a fini dans un cabinet ministériel au plus haut niveau. La CNDP avait été invitée pour suivre la présentation du faisceau gazier qui était proposé par GRT Gaz à l'époque. Voilà. À partir des raccordements sur ce qu'était le Galci, un gazoduc qui devait partir de l'Algérie, passer près de la Corse et aller jusqu'en Italie. Et à l'époque, il y avait un vrai porteur de projet. Et la CNDP avait dit, vous le trouverez dans les réflexions, pourquoi on nous sollicite pour venir en Corse sur un projet de cette nature? Il n'a pas l'envergure pour les projets que la CNDP suit habituellement. D'accord. Alors donc, je voulais juste comprendre quelle était la... micro, et après, monsieur qui l'avait demandé. Juste en 10 secondes, la CNDP n'intervient qu'à un certain niveau de budget d'une façon systématique et obligatoire. Et en dessous, elle n'intervient que sur demande. Voilà, je voulais juste préciser ces éléments parce que je n'avais pas compris quelle était l'objet de la citation. Bon, il est 7h moins 10. On va prendre encore 2 questions. Donc, monsieur, vous aviez voulu, monsieur, oui, vous aviez voulu interpeller. Je vous donne le micro si vous souhaitez. Levez la main, s'il vous plaît. Monsieur là. Et après, monsieur Lanfanqui. Et on conclura parce qu'il sera l'heure de rentrer à la maison. Oui, je ne sais pas s'il marche là, oui, d'accord. Oui, il marche, allez-y. Oui, non, mais je pense qu'on a un point d'accord. Qui est une centrale au Vadio, effectivement, ça fait partie des solutions et on était tous d'accord. De ce point de vue, il n'y a pas de doute. Par contre,
on se fait balader, M. Lanfranc le dit en termes plus diplomatiques, mais on se fait balader. Alors moi, je ne veux pas mettre EDF, l'État, on se fait balader avec le gaz, depuis même le GALCI. Et en fait, chacun, vous, messieurs, vous avez un écran devant vous, vous avez une grande société qui vous protège. Demain, ça ne sera plus vrai. Ça sera vous qui serez responsable à titre personnel. Sachez-le. Nous, on s'opposera à vous dans la mesure où vous ne respectez pas les engagements qui ont été pris. On n'ira pas plus loin. Et Madame a très bien résumé. Le gaz, il peut être mis en 2016, en 2026. Il n'y a aucun doute. Techniquement, on envoie des robots sur Mars, on n'est pas capable, on n'est pas foutu à Ajaccio de mettre une installation. Alors bien entendu qu'on a des gens, on n'a pas consensus aujourd'hui. Il y a effectivement le maire d'Ajaccio qui dit « je ne veux pas une barge ». Si vous lui présentez une barge qui est un peu chouette, ça peut exister, on sait faire aujourd'hui. Hein. C'est pas le problème. Mais effectivement, certains élus disent « ah mais nous, de toute façon l'État a promis le gaz, ça va être du gaz ». Alors qu'ils savent parfaitement ce que vous êtes en train de faire par force, EDF, bien entendu. Mais on n'est pas dupes, on n'est pas des naïfs. Arrêtez de nous prendre pour des naïfs. Et j'insiste sur un dernier point. S'il vous plaît. Dernier point, il y a 78 personnes qui se sont présentées. On va faire un téléphérique, il y a 4 personnes qui avaient répondu en disant il nous faut un téléphérique sur Ajaccio. Et du coup, on a fait une concertation. Oui, il y a une majorité de gens. 78 personnes sur 100 000. Je vous reprends l'exemple de Chasse-sur-Rhône, où à l'époque, on nous expliquait qu'avec le charbon, on avait des moteurs nouveaux qui allaient marcher. La centrale a été fermée au bout de quelques mois. Ça a été un bide énorme. Renseignez-vous, vous verrez. Et merci, monsieur. Moi, ce que je crains, c'est que qu'on arrive dans la même impasse, parce que les cheminées, à la hauteur où elles sont, vous allez avoir du mal à dire que vous ne polluez pas les 1500 personnes qui sont autour. S'il vous plaît. Donc, on va tout de suite passer la parole à monsieur juste devant, là, que vous avez demandé, et ensuite monsieur Lanfranc, et on sera obligé d'arrêter, mais si vous voulez, en juste une précision, simplement on est plus dans de l'affirmation, ce qui est normal. De façon très très courte et non polémique. Sur le risque d'exploitant. Quand on est exploitant, que ce soit hier ou aujourd'hui, on est exposé personnellement. D'accord ? Que ce soit hier à Chasse-sur-Rhône ou demain au Ricante ou aujourd'hui au Vasio. On l'est peut-être surtout aujourd'hui, mais en tout cas, on le sera de plus en plus, comme vous le disiez, mais on l'était aussi avant. Et ce que je voudrais pas que vous partiez avec l'idée qu'on vous balade, entre guillemets. On essaye de faire aussi notre métier d'aménageur et de service public de l'électricité, avec des commandes publiques. Je rappellerai simplement la loi de février 2000, qui n'est pas la loi de 1946, mais la loi de février 2000, elle a modernisé, c'est le terme, je suis désolé, elle a modernisé le secteur énergétique en redispatchant ou en redistribuant les rôles de tout un chacun. Nous, producteurs, on a un rôle dans cette loi et on s'y tient à ce rôle-là. Donc, on n'essaye absolument pas de vous balader comme vous le dites. On essaye simplement de faire très correctement notre métier. Bon, merci pour cette... Allez. Donc, monsieur, allez-y, à celui de monsieur Lanfranc. Oui, bonjour. Pierre Augeneau, je suis riverain et responsable aussi d'un collectif des riverains. Moi, il y a une question qui m'interpelle par rapport à la volonté réelle de l'État de faire venir le gaz à Ajaccio. Mais on parle aussi, plus généralement, de la Corse. Parce que la centrale de Luciane, ça fait 7 ans qu'elle a été mise en service. On a entendu exactement le même discours que celui qu'on entend actuellement, avec apparemment la volonté de démarrer au gaz, mais finalement elle a démarré au fioul. Et elle continue de fonctionner au fioul. Par rapport à l'arrivée du gaz à Ajaccio, on nous dit oui, vous comprenez, c'est compliqué, on n'avait pas on a lancé des appels d'offres, il n'y a pas eu de réponse, il a fallu qu'on prenne d'autres dispositions. Et on met en route le chantier actuellement, enfin la démarche récemment. Mais à Bastia, ça fait 8 ans qu'elle est en service. Qu'est-ce qu'a fait l'État depuis 8 ans pour faire arriver le gaz à Bastia ? Parce que là, on parle de problèmes pour l'arrivée du gaz à Ajaccio. Mais à Bastia, il va continuer combien de temps encore au fioul ?
Combien de temps elle va continuer? Donc comment voulez-vous qu'on croie en ce qu'on nous raconte aujourd'hui, qu'en quoi la centrale pourrait démarrer au gaz, hein, et éventuellement au fioul si le gaz n'est pas encore là, mais que le gaz va arriver, alors qu'à Bastia, ça fait 8 ans qu'il n'est toujours pas arrivé le gaz. Alors qu'on nous réponde là-dessus, et on va nous dire encore, je ne suis pas au courant, je n'ai pas les éléments. Donc voilà pourquoi on est exaspéré. Il faut bien comprendre ça. On l'entend bien, monsieur. Voilà. On l'entend, monsieur. Merci. On l'entend bien. Alors, monsieur Leguignou, si vous souhaitez. Oui. Et après, monsieur Lanfranc. Et on clôture la réunion, s'il vous plaît. L'appel d'offres porte bien sur les 2 centrales. Oui, mais depuis quand? L'approvisionnement des 2 centrales est bien dans l'appel d'offres. D'accord, mais Non, mais je vous donne cet élément de réponse. Voilà. Bien avant. Pourquoi avoir attendu qu'on démarre la centrale d'Ajaccio pour démarrer les démarches pour le gaz à Bastia? Il n'y avait pas de volonté politique. On entend. Il était fait référence tout à l'heure à un opérateur qui était candidat pour amener le gaz. Il se trouve que depuis des années, on n'a pas de candidat. Et c'est bien pour ça que l'État a été obligé de définir un cadre un peu spécifique et de lancer cet appel d'offres. Donc l'État a lancé cet appel d'offres et on en est là. Quand il veut, il peut. D'accord. Quand on a les engagements qui ont été pris par les divers responsables, ministres et autres, à un moment donné, quand on veut, on peut. Quand l'État il veut, il peut. C'est tout. Oui. Donc, apparemment, il ne veut pas beaucoup. Bon, merci, monsieur. Monsieur Lanfranc, s'il vous plaît. Monsieur Lanfranc, s'il vous plaît, pour conclure la réunion, avant de passer la parole au garant. Bon, simplement, pour revenir sur l'histoire de la centrale moins polluante. Je veux dire, faute de gaz, je voudrais quand même rappeler une chose. C'est que lorsqu'il y a une décision politique qui est prise pour arrêter une centrale comme le Vaz, par exemple, c'est un gain immédiat. C'est-à-dire une décision politique et c'est un gain immédiat sur une grosse pollution. Ça n'est pas pareil pour les véhicules diesel. Les véhicules diesel, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça fait appel à des individus. Tout le monde n'a pas les moyens de changer de véhicule. Mais par contre, là, c'est facile. Une seule décision et l'affaire est tranchée. Deuxième élément, il ne faut pas oublier que ce bonheur qu'on nous promet relatif en substitutif du gaz, ça n'est ni plus ni moins ce que l'OMS estime cancérogène groupe 1. Il ne faut pas l'oublier. C'est exactement ce qui a fait défiler des ministres sur les médias pour venir nous expliquer, lorsqu'ils voulaient augmenter la taxe sur les carburants, que le diesel était extrêmement dangereux pour la santé. Je me rappelle M. Darmanin au grand jury qui disait « Nous allons connaître un scandale similaire à celui de l'amiante, semblable à celui de l'amiante ». Donc voilà, je veux dire, si c'est tout l'avenir qu'on nous promet en matière d'environnement, merci bien, quoi. Bon, merci. Mais je veux quand même qu'on amène des... ça mérite quand même vraiment une réponse, donc je laisse la réponse et après je donne la parole au garant pour conclure. Il est 19h, nous sommes obligés. Je suis vraiment désolé, mais il y aura d'autres occasions. La concertation est loin d'être finie. C'est pas parce que le 24 mai, ça ne s'arrête pas. Ça va durer des années. Donc allez-y, monsieur Dupuis. Non, mais il y a des scientifiques, des médecins, des docteurs dans la salle, j'ai entendu. Et donc, je pense que l'aspect nocif, cancéreux, je préfère écouter des scientifiques plutôt qu'un politique qui, voilà, au détour d'une conversation, va dire quelque chose sur telle ou telle voiture diesel. On n'est pas du tout dans le même cadre, on en a déjà parlé. On est sur un moyen industriel avec une étude d'impact. Après, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui qui permet d'évaluer l'impact de notre centrale sur l'environnement. Et les retombées, donc, au travers des calculs qui sont faits, cette étude d'impact, sont comparées à ce qu'on appelle les valeurs toxicologiques de référence. Messieurs les médecins doivent bien connaître, parce que c'est le corps médical qui fixe ces valeurs toxicologiques de référence, qui détermine si effectivement c'est nocif ou pas pour la santé. Et c'est bien ces valeurs de retombées calculées qu'on va comparer à ces valeurs toxicologiques de référence pour savoir si notre centrale aura un effet nocif ou pas sur la santé. Donc on n'est pas... on n'est pas du tout sur la même situation qu'avec... il y a 50 000 véhicules qui circulent à Ajaccio, sans contrôle, avec des pots d'échappement qui sont à hauteur de route, avec des vieux moteurs. On est dans une situation qui est complètement différente. Après, je vous laisse la comparaison, évidemment. Je vous laisse continuer à faire cette comparaison, mais je pense qu'elle mérite d'être vraiment éclairée dans le sens... qu'on a dit tout à l'heure.
Bon, très bien. Je donne, merci pour cette précision. Je donne la parole à Monsieur Lorenzi, peut-être pour, parce qu'il est 19h, donc pour un mot de conclusion. Je ne sais pas si Madame Etoundi voudra prendre la parole aussi, mais allez-y, je vous en prie, Monsieur Lorenzi. À la demande. On me dira si Madame Etoundi veut prendre la parole. Allez-y. Bien. Donc, la CNDP a été saisie au mois d'octobre par EDF pour organiser une concertation sur une centrale à Ajaccio. La CNDP a demandé à ce que la DGEC, en tant que fournisseur de gaz, soit associée à cette concertation. Et de fait, au mois de décembre, il y a eu une co-saisine par EDF et par la DGEC pour lancer cette concertation sur l'alimentation en électricité de la région d'Ajaccio. Je veux dire par là que on aurait pu n'avoir qu'une concertation avec EDF. Et la CNDP a poussé pour que cette concertation soit plus large, pour qu'on y parle aussi de la question du gaz. Ce qui fait que, si vous l'avez remarqué sur les plaquettes, vous avez comme titre la centrale du Ricante et son alimentation en combustible. De ce fait, je crois que les expressions qui ont pu être entendues depuis le début, et particulièrement ce soir, montrent que la question du gaz reste une question centrale dans cette affaire, du point de vue de la plupart des gens qui ont pris la parole avant et ce soir. Je pense que globalement c'était nécessaire parce que nous pensons que libérer la parole, ce n'est pas mauvais, au contraire. Ça permet de savoir où sont les questions, où sont les points durs, dirais-je, et à partir de là, de pouvoir en tenir compte et de pouvoir essayer de régler les questions. Donc je pense que le débat sert la démocratie et la participation de ce soir en est le témoin. Je pense que ce débat a été relativement calme malgré tout et que les expressions ont pu se faire et je vous remercie infiniment. Il faudra attendre ensuite le bilan du maître d'ouvrage pour savoir comment il retraduit cette concertation. Et pour ce qui nous concerne, en tant que garant, nous ferons un bilan qui sera rendu public de la façon dont les choses se sont passées, sans intervenir évidemment sur le fond. Je vous remercie. Merci. Et donc, la concertation, Madame Etoundi, peut-être, oui, allez-y, pour conclure. Oui, de manière rapide. C'est vrai qu'il ressort quand même de cette concertation beaucoup d'inquiétudes, que ce soit au niveau sanitaire, par rapport aux différents rejets atmosphériques, surtout à proximité donc, des zones d'habitation. Au niveau du cadre de vie, c'est vrai qu'à partir de cette partie-là, des éléments ont été apportés par les différents maîtres d'ouvrage sur le fait que certains réseaux seront enterrés. Voilà, des éléments ont été apportés. Des inquiétudes par rapport à la capacité de production et également au niveau environnemental. Et il en ressort aussi qu'il y a quand même un besoin de transparence qui ressort de l'ensemble de ces inquiétudes sur les différentes informations qui sont transmises aux différents habitants pour qu'ils puissent peut-être avoir moins d'inquiétudes, avoir des éléments concrets pour avoir un avis un peu plus nourri sur le sujet. Mais le point, c'est vrai qu'il y a eu quand même un point de blocage assez important qui a suscité quand même une certaine méfiance par rapport à l'engagement de l'État, notamment sur la question de l'arrivée du gaz. C'est un vrai point de blocage qui, espérons par la suite, que les réponses arriveront en temps et en heure, même si on avait entendu que les procédures sont en cours. Mais dans le débat, ça a pu mettre un peu à mal le débat parce qu'il manquait un élément important pour discuter de manière sereine. Voilà. Très bien, merci. Donc, pour conclure, vous avez jusqu'au 24 mai pour déposer de nouvelles contributions sur le site internet centralduricanto.fr. Et de toute façon, il reste beaucoup de temps pour continuer la discussion avec les gens d'EDF et du ministère. Merci à tous d'être venus et d'avoir respecté les temps d'échange.